bonjour à toutes et à tous et surtout merci pour votre nouvelle invitation. Moi, je suis là pour essayer de vous convaincre, mais enfin, je pense que si vous êtes là, vous êtes déjà convaincus, donc c'est ça qui est dommage. J'aimerais bien avoir que des gens qui ne sont pas du tout convaincus. C'est plus drôle. De vous convaincre qu'en fin de compte, ce n'est pas compliqué. Ce qu'on recommande, nous, médecins, c'est simplement de bouger plus. Là, on a entendu dans les propos, c'était très intéressant parce que j'ai entendu activité physique et sport, donc il y a un petit peu mélange entre les deux. Je vais bien vous montrer que ce n'est pas la même chose. Oui, justement, c'était ma question, ça. Quelle est la différence entre une activité sportive et pratiquer juste une activité physique? Est-ce que c'est pareil ou pas? L'activité sportive ou le sport, c'est une activité physique. En fait, l'activité physique... C'est pas la même intensité, j'imagine. Voilà, exactement. L'activité physique, c'est n'importe quelle activité où vous allez contracter des muscles et après, vous avez l'intensité effectivement qui intervient. Donc, on parle d'activité physique modérée, comme je vais en reparler. C'est quand je suis un peu essoufflé. Par exemple, l'exemple typique, c'est vous marchez un petit peu plus vite pour attraper votre train, vous allez en rendez-vous, etc. Par exemple, le shopping et le musée, non. Hein. Ça, ce n'est pas de l'activité physique qui va vous être bénéfique pour votre santé. Alors, entendez-nous bien, j'aime mieux ça que rester assis. On va reparler du temps passé assis. Mais non, l'activité physique, en fait, modérée, c'est ça. Vous voyez des choses très simples que je dis à mes patients. Par exemple, vous pouvez parler, mais vous ne pouvez pas chanter. Après, vous passez à l'activité physique intense, où là, je ne peux ni parler ni chanter. Et puis après, vous avez les activités physiques plus légères. Par exemple, on parle toujours du jardinage. Oui, le jardinage, mais enfin, tailler les rosiers, ce n'est pas une activité physique qui va vous faire beaucoup de bien à votre santé. Il faut quand même relativiser. Dès que vous bêchez, c'est comme quand j'entends des gens me dire « Vous faites du jardinage ?» « Ah oui, je tombe à pelouse, mais sur le tracteur. » Alors effectivement, ça ne rentre pas dans le domaine. Donc c'est ça. Et puis il y a une nouveauté, et puis ça peut nous intéresser, puisqu'on est quand même là pour parler aussi du sport et femmes, mais aussi de la santé des femmes, c'est l'activité physique adaptée, dont on reparlera. L'activité physique adaptée, là c'est quelque chose qu'on propose aux malades, qui va nous permettre d'améliorer le traitement des patients. On aura l'occasion d'en reparler. Alors justement, est-ce qu'on est un pays de sportifs et de sportives? Là, on l'a vu dans le micro-trottoir, il y a quand même beaucoup de femmes, enfin en tous les cas, les femmes qui ont été interrogées avaient l'air de pratiquer, on va dire, entre une activité physique modérée à forte pour celles qui étaient inscrites en club. Mais est-ce que nous, en France, nous sommes dans un pays de sportives? Alors de sportives ou de sportifs, je dirais non. Active et actif, non. Alors je prends juste comme exemple, par exemple, on va prendre les gamins dont je vais parler aussi un petit peu, parce qu'ils m'inquiètent beaucoup, ceux-là, c'est sur le classement, si ma mémoire est bonne, c'était 149 pays dans le monde, la France est 119e pays pour faire l'activité physique recommandée chez les jeunes. L'activité physique recommandée chez les jeunes, c'est 1 heure. Et s'il vous plaît, ne hurlez pas, je n'ai pas dit 1 heure de sport. Il faut que nos gamins bougent 1 heure tous les jours. C'est ça la recommandation qui est faite par l'Organisation mondiale de la santé. Donc non, je ne pense pas qu'on soit... On en a débattu, on avait une réunion sérieuse là-dessus, et je crois que on ne peut pas dire que la France est un pays sportif. Ce n'est pas dans notre culture. Si vous voulez voir ce que c'est qu'un pays sportif, allez en Europe du Nord, vous allez voir quand vous sortez enfin, ça fait longtemps que j'y suis allé, mais je sais que c'est un peu diminué, mais c'était un petit peu ça. Vous vous baladez, il y a un parc, il y a un terrain de volley. Alors d'abord, le ballon, quand on le laisse là, il reste là, il part pas, il disparaît pas. Ça, c'est assez important, bien sûr. Vous voyez des femmes qui arrivent avec le caddie chargé ou les sacs chargés de commission, elles le posent, elles jouent 1/4 d'heure au volley en groupe, comme ça, elles ne se connaissent pas, elles ne se sont jamais vues, et elles s'en vont. Elles ont envie de bouger. Et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on a en France, non. C'est pas, malheureusement. Alors, si on reprend les chiffres de l'ANSES, quels sont-ils, justement? Est-ce que l'ANSES alerte? Alors, les chiffres, là, bien sûr, ils vont vous faire très peur. Alors, comme je dis toujours, si je suis là, c'est qu'on peut s'en sortir. Hein. Sinon, je ne viendrai pas. Je ne suis pas l'homme des causes perdues du tout. Vous savez, il y a longtemps que j'ai compris que ce n'était pas là. Moi, je pense qu'on peut s'en sortir. Je pense qu'il faut qu'on se dépêche. Je pense qu'on va avoir des soucis quand même. Il va y avoir un souci sur le plan changement climatique, mais il va aussi y avoir un souci sanitaire. Il faut le voir, je vous donnerai quelques chiffres quand même. Donc là, voilà, ça c'est l'alerte de l'ANSES. L'ANSES, qu'est-ce qu'elle dit déjà en novembre 2020 sur les jeunes de 11 à 17 ans? Elle dit que 66% des jeunes ont un risque sanitaire préoccupant. 2 tiers, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 1 tiers des enfants entre 11 et 17 ans qui respectent les recommandations de sédentarité, sur lesquelles on va revenir, et d'activité physique. Mais ce qui est beaucoup plus grave, près de 50% ont un risque sanitaire très élevé. C'est-à-dire que 50% des enfants en France
ont 4h30 de temps d'écran, alors que c'est normalement moins de 2 heures par jour, et font moins de 20 minutes d'activité physique par jour, alors que c'est 60 minutes. Et ça, c'est déclaratif. Donc c'est pire. Hein, c'est sûrement pire. Et puis par contre, en février 2022, ils sont sortis les chiffres pour les adultes. Et vous voyez, 95% de la population adulte est exposée à un risque de détérioration de la santé parce qu'ils ne bougent pas assez ou ils ont un temps sédentaire journalier trop long. Et l'ANSES tire la sonnette d'alarme. Et dit, alors l'ANSES, c'est l'Agence nationale de sécurité de l'environnement et sanitaire. Et donc, elle dit, sur le plan sanitaire, ça va pas être possible. Et ça ne va pas être possible parce qu'effectivement, il faut se rappeler quand même que quand on ne bouge pas et qu'on est trop assis, c'est mauvais pour la santé. Alors, je voulais revenir justement sur la santé, parce que la santé, pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, de médecins aussi, c'est ne pas être malade ou ne pas avoir d'handicap ou d'infirmité. En réalité, c'est beaucoup plus large. La santé, c'est votre état de santé, c'est l'état de bien-être physique, mental et social complet. Donc, en fait, c'est beaucoup plus large que d'être malade. Et c'est pour ça que l'activité physique a un rôle essentiel à jouer. D'ailleurs, regardez sur le bien-être mental. Qu'est-ce que vous avez entendu? Tous les gens vous parlent de bien-être pratiquement quand ils vont bouger. En fin de compte, c'est amusant. Je bouge mes muscles et je me sens bien dans ma tête. Ça peut interpeller quand même un petit peu. D'ailleurs, ça nous a interpellés, les neurologues en particulier. Et donc, en fait, c'est la qualité de vie. Moi, je chiffre ça pour la qualité de vie. Alors, pourquoi je chiffre ça pour la qualité de vie? Parce que je vais beaucoup vous parler des maladies chroniques. Les maladies chroniques, c'est une maladie dont on ne guérit pas. C'est la définition. Chronique, ça veut dire que je vais l'avoir à partir du moment où elle est diagnostiquée toute ma vie. Donc je vais me dépatouiller avec cette maladie toute ma vie. Et cette maladie, elle va me pourrir la vie. Avant, j'étais bien, et là, tout devient compliqué. Il faut que j'aille chez le médecin. Si de temps en temps, j'ai mal à mes articulations, ce que je faisais en 5 minutes, je vais le prendre en 20 minutes, et tout. On va me donner des médicaments, mais ça ne va pas me changer ma vie. La seule chose qui va changer la vie de ces patients, et je vous l'assure, parce qu'ils me l'ont dit, c'est de bouger et de prendre leurs médicaments. Mes médicaments vont me permettre de bouger plus. Or, quand j'ai une maladie chronique, je bouge de moins en moins, comparé aux gens qui n'ont pas cette maladie. Donc, quand je fais les mauvais choix pour la santé, le tabac, vous connaissez, la consommation trop importante d'alcool, mais les 3 sur lesquels on a beaucoup plus de mal actuellement, c'est la malbouffe, que ce soit en quantité ou en qualité, c'est le sommeil, ça c'est nouveau, ça vient de sortir, mais maintenant la quantité et la qualité du sommeil aussi. On sait que si on ne dort pas bien ou si on ne dort pas assez, on a des troubles alimentaires et on rentre dans le surpoids, voire l'obésité, voire le diabète et d'autres maladies cardiovasculaires. Et nos gamins ne dorment pas assez. Toutes les études le montrent, les enfants, les adolescents ne dorment pas assez actuellement. Et puis vous avez enfin ce dont on va parler surtout ce soir, c'est l'inactivité physique et la sédentarité. Pourquoi? Parce que ces facteurs de risque favorisent le développement et l'aggravation des maladies chroniques. Quand vous avez ces facteurs de risque, pas forcément tous, vous augmentez votre risque d'avoir une maladie chronique de 30%. Vous vous rendez compte? 30%, c'est énorme. Je vais vous montrer quelques chiffres tout à l'heure qui vont vraiment vous faire froid dans le dos. Et puis, si jamais vous êtes malade, vous aggravez votre maladie. Les malades chroniques qui ne font pas d'activité physique meurent plus tôt et ont plus de complications que les malades chroniques qui font de l'activité physique. Toutes les études le montrent. Donc, en fin de compte, ce que je suis en train de vous dire, même si ce n'est pas drôle à entendre, c'est que votre santé, ma santé, elle dépend de moi. Elle ne dépend pas de mon papa ou de ma maman, comme j'entends toujours mes patients me dire « Ah oui, vous me dites que j'ai un diabète, mais c'est normal, mon père en avait un. » Je leur dis « Mais justement, si vous saviez qu'il en avait fait un, il fallait faire encore plus attention. Parce que vous aviez un risque. Et là, vous en rajoutez un autre en ne bougeant pas. » Donc, votre santé, elle dépend de vous. Et quand j'entends et que je vois que beaucoup de gens s'occupent plus de leur voiture que de leur santé, ça m'inquiète. Je prends l'exemple, on l'a très bien vu dans le micro-trottoir. Qu'est-ce qui est dit? Oui, c'est compliqué parce que j'ai des tas d'autres choses à faire. Mais non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. D'abord, je m'occupe de ma santé et après, je fais le reste. Si je prends mon modeste exemple, moi, les journées, ça fait 15 ans, même peut-être plus, que ça ne dure pas 24 heures, ça dure 23h30. Pourquoi 23h30? Parce que 30 minutes d'activité physique, c'est ce qui est recommandé. Donc moi, je sais que tous les matins, ma journée, il n'y a plus que 23h30 parce que j'en ai 30 minutes où je vais faire de l'activité physique. Alors que la plupart des gens, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ouh là là, quelle journée! Ah oui, puis il ne faut pas que j'oublie l'activité physique. Arrive le soir, j'ai oublié l'activité physique. Qu'est-ce que je dis? Je vais la faire demain. Et le demain, on ne le fait pas, ça. Ce n'est pas vrai. L'activité physique, ça doit faire partie de... C'est votre santé qui en dépend.
Et puisqu'on est en train de parler des femmes, je dis régulièrement aux dames, mais bon sang de bonsoir, quand vous rentrez le soir, dites à votre mari, dites à vos gamins, excusez-moi, j'ai un quart d'heure, je vais m'occuper de ma santé. Si vous avez faim, vous commencez à faire à manger, ça me fera plaisir de me mettre les pieds sous la table. Mais c'est ça qu'il faut faire. Parce que sinon, on a tous des bonnes excuses. Rappelez-vous que Barack Obama, président des États-Unis, continue à faire 5 fois par semaine du basketball, au moins 30 minutes. Je pense qu'il avait un emploi du temps au moins aussi chargé que le mien, quand même. Eh bien, il trouvait le temps. Non, il ne le trouvait pas, il le prenait. Vous prenez le temps. Quand on est à plus de 3h50 de télévision par jour, je pense qu'on peut prendre 3 fois 10 minutes dans la journée pour s'occuper de sa santé. Je ne pense pas que je sois trop exigeant. D'ailleurs, je ne suis pas exigeant parce que je ne suis pas là pour donner des injonctions. Je suis là pour vous dire un petit peu ce qu'il faut faire pour aller moins mal. Alors, regardez pourquoi l'inactivité physique et la sédentarité posent tant de problèmes. Alors d'abord, ce n'est pas la même chose. L'inactivité physique, vous êtes inactif si vous ne respectez pas les recommandations. 30 minutes d'activité physique par jour, fractionné, 3 fois 10 minutes, 6 fois 5 minutes si vous voulez, mais 3 fois 10, c'est quand même mieux. Alors toujours pareil, je suis un exemple en rien, vraiment en rien. Moi, comment je fais ? C'est pas compliqué, ma voiture, elle est à 1 km tous les matins de l'hôpital. Ce qui surprend toujours mes jeunes, parce que eux, s'ils pouvaient rentrer avec leur voiture dans le service, ils rentreraient. Et ça, ils sont toujours surpris. Et donc, au moins, je sais que j'ai 10 minutes de marche le matin, 10 minutes l'après-midi. Donc moi, j'habite à Rennes. Vous connaissez que la météo bretonne n'est pas toujours favorable. Ça m'arrive le soir de pester, de m'être garé à 1 km, quand il pleut, bien sûr. Donc j'ai déjà fait 10 et 10. Le midi, je prends 10 minutes après avoir déjeuné, j'ai mes 30 minutes, et c'est tout. C'est quand même pas si compliqué que ça. Alors que qu'est-ce qui va se passer si je prends les gamins, par exemple ? Les gamins, je vais vous raconter un petit peu la vie du gamin. Le gamin, on va prendre l'élémentaire, la maternelle élémentaire. Il se couche, on va dire 20 heures. Quand je dis ça, souvent les gens lèvent les yeux au ciel parce que j'ai l'impression qu'ils se couchent plus tard, les gamins. Enfin, moi, les miens, c'était à 19h, 19h30, mais bon, je suis très vieux. Et il se couche, il se lève, il va se laver les dents, il s'habille, enfin il prend son petit déjeuner, il s'habille, il se lave les dents, il monte en voiture en catastrophe. Pourquoi ? Parce qu'on part toujours en catastrophe de chez soi pour emmener ses enfants à l'école. Toujours. Et on est tellement en catastrophe qu'on se gare devant la porte de l'école, parfois même en double fil. Et hop, on ouvre la portière, le gamin sort, il était temps, ça sonne. Il s'assied, il a fait 50 pas depuis la veille. C'est-à-dire que le gamin de 19h30 ou 20h à 10h, heure de la récréation, il a fait 50 pas. Et les professeurs des écoles me disent, vous savez, monsieur Carré, ils ont du mal à tenir en place, les gamins. Mais c'est normal. Comment voulez-vous qu'ils fassent autrement ? Alors que c'est compliqué quand même, la solution. Je me lève 5 à 10 minutes plus tôt. Donc je me couche bien sûr 5 à 10 minutes plus tôt. Ça, c'est obligatoire. J'arrive à l'école 5 minutes avant. Je laisse mon gamin courir 5 minutes dans la cour d'école, je peux vous assurer qu'il va s'asseoir et qu'il sera calme sur le siège. C'est ça, la problématique. Et puis vous avez de l'autre côté, la sédentarité. La sédentarité, c'est le temps que vous passez, que je passe assis. Et je sais qu'il y a eu la révolution agricole, la révolution industrielle, maintenant la révolution numérique qui va de plus en plus vite, puisque quand vous apprenez pour que les nouveaux traités qui arrivent sur Google, il faut je ne sais plus combien de minutes ou de secondes pour que le monde entier soit au courant et change son mode de vie, parce que c'est quand même ça que ça se passe, eh bien, plus vous restez assis, plus vous prenez un risque pour votre santé. Le risque commence à apparaître à partir de 3 heures par jour, et c'est surtout au-delà de 6 à 7 heures. Ce qui est surtout très mauvais, c'est de rester assis pendant 1h30 ou 2 heures sans vous lever. D'ailleurs, ça vous est arrivé, j'en suis certain, et on va revenir sur le bien-être et la relation cerveau-activité physique. Enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Des fois, je suis devant mon ordinateur depuis 3 heures, et je regarde, et puis tout d'un coup, je n'arrive plus à lire ce qui est écrit. Je me dis, ça y est, je suis devenu bête, je ne comprends plus rien, je relis 15 fois la même chose. Bon, c'est marrant, je me lève, j'ai marché 3 minutes, je reviens, je redeviens intelligent, je lis tout d'un coup. 3 minutes pour remettre tout en place. Je fais un reset de mon cerveau en 3 minutes de marche, tout simplement. Ce qui vous prouve qu'il suffit de rien. Mais vous n'êtes pas fait, je ne suis pas fait pour rester assis toute la journée. Et or, actuellement, nous avons ce que j'appelle l'addiction à la chaise. Avant, on avait le tabac, etc., et des tas d'autres addictions, je passe sur toutes les drogues, mais la nouvelle addiction à la chaise, elle est terrible, cette addiction. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que l'addiction à la chaise. Excusez-moi s'il y en a certains d'entre vous qui se reconnaissent un petit peu dans ce que je vais dire, mais c'est parce que c'est des choses que j'ai vues. C'est la personne qui,
à un travail totalement sédentaire. Donc il reste assis sur sa chaise. Bien souvent d'ailleurs, pour lui faciliter le travail, qu'est-ce qu'on lui met comme chaise? Une chaise à roulettes. Bien évidemment. Suis-je bête? Comment je n'y avais pas pensé avant? Et comme ça, je ne me lève même pas pour prendre les dossiers, etc. Donc je fais rien du tout. Donc je suis sur ma chaise à roulettes pendant toute la journée. Je sors. Je traverse, je prends l'hôpital, par exemple. L'exemple de l'hôpital, j'ai 250 mètres et j'arrive à la station de métro. J'arrive, sur l'écran, il y a marqué « Prochaine rame, 1 minute ». Qu'est-ce que je fais? Je m'assieds. J'attends. La rame arrive, les portes s'ouvrent. À Rennes, il y a souvent de la place assise. Qu'est-ce que je fais? Je m'assieds pour 2 stations. 3 minutes 30 de métro. C'est ça l'addiction à la chaise. La personne ne s'est absolument pas rendue compte qu'elle s'est assise sur le banc, qu'elle s'est assise dans le métro. Plus vous êtes assis, plus vous aurez envie d'être assise. C'est obligatoire. Les gens qui sont le plus assis au travail sont le plus assis le week-end, sont le plus assis en vacances. Toutes les études le montrent. Je prends un autre exemple. Chauffeurs routiers. Ils ont de la chance. Certes, ils sont sur la route toute la journée, mais quand ils ont des pauses, qu'est-ce qu'ils font? Ils dorment ou ils s'asseyent et ils branchent la télé dans le camion. 2 heures de pause. Est-ce qu'ils vont penser à aller marcher dans la station? Pas du tout. Mais ils ne s'en rendent pas compte. Je ne leur jette pas du tout la pierre. C'est pour ça que je parle vraiment, c'est une addiction. Ça me manque de ne pas être assis. Et puis que plus je suis assis, plus je suis fatigué, plus je m'assieds, etc. Alors regardons les risques que vous prenez. Là, c'est des sujets qui font 10 000 pas par jour. On leur fait un scanner. Vous avez ici le nombril qui est là, la vertèbre qui est là. Ça, c'est les muscles du dos là qu'on a derrière le dos qui nous tiennent bien les vertèbres en place. Là, les muscles paravertébraux. Ici, les 2 grosses masses musculaires qu'on voit. Peu importe les abdominaux. Tout ce que vous voyez au milieu, c'est des intestins. Moi, ce qui m'intéresse ce soir, c'est ça. C'est ce qui est en blanc. Ce qui est en blanc, c'est la graisse à l'intérieur de votre abdomen. Cette graisse-là, elle est très mauvaise. Toutes les graisses ne sont pas mauvaises. Ça dépend de leur localisation. Par exemple, la graisse que les femmes trouvent disgracieuse au niveau des hanches, nous, médecins, on s'en fiche complètement. Ça ne pose aucun problème pour la santé. Quelqu'un m'a enfin compris ce soir, ça me fait plaisir. Donc, ne changez rien pour ça, ne vous battez pas, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez l'expliquer à votre mari, si vous voulez, de ma part, vous pourrez leur dire qu'il n'y a aucun problème. Ce n'est pas du tout mauvais pour votre santé. Par contre, celle-là, regardez le même sujet, c'est le même. Il y avait 30 sujets dans l'étude. Pendant 14 jours, il ne fait plus que 1500 pas au lieu de 10 000. Il mange comme d'habitude, bien évidemment. Et voilà la quantité de graisse ici, comparée à là, pour le même sujet. En 15 jours. Donc vous avez la preuve formelle que l'inactivité physique favorise l'accumulation de graisse. Or, cette graisse, elle est très mauvaise, parce que cette graisse, elle va non seulement vous permettre de changer de pantalon ou de jupe tous les ans, parce que vous n'allez plus tenir dans le précédent, parce que dès que vous prenez du volume, ça, c'est de la graisse intra-abdominale. Il n'y a rien d'autre. Ce n'est pas l'aérophagie. Non, c'est la graisse intra-abdominale. Et celle-là, elle est très mauvaise parce qu'elle va se mettre autour de tous vos organes. Et d'ailleurs, quelle est la cause de mortalité la plus élevée au pays où il y a le plus d'obèses, qui est les États-Unis? C'est ce qu'on appelle la stéatose hépatique non alcoolique. Ça, c'est un mot moderne. En fin de compte, en français, c'est quoi? C'est le foie gras. Les Américains meurent de foie gras. La graisse qu'ils ont à l'intérieur du foie détruit leur foie et ils meurent de ça. Et en France, nous, petit à petit, nous rapprochons des Américains, puisque nous sommes à 51% de Français en surpoids. La norme en France est d'être en surpoids, puisque la majorité y est. Ce sont les derniers chiffres. Nous avons pratiquement 17% d'enfants obèses, actuellement. L'enfant obèse, l'enfant potelé que tout le monde se dit « Oh, il est trop mignon comme ça ». À 6 à 7 ans, il faut quand même dire au papa et à la maman que 2 tiers de ces gamins-là vont se battre toute leur vie contre l'obésité. Il y en a 1 tiers qui va s'en sortir, mais il y en a 2 tiers toute leur vie. Donc il ne faut pas qu'on rigole avec ces choses-là pour nos gamins. Et cette obésité, cette graisse-là, eh bien c'est cette graisse qui va libérer des tas d'hormones qui sont très mauvaises pour l'organisme. Et qu'est-ce qu'elles vont faire, ces hormones? Elles vont faciliter le développement de toutes les maladies chroniques, comme je vous l'ai dit. Alors vous allez me dire, oui, mais la sédentarité, pourquoi est-ce que ce serait si mauvais? C'est mauvais parce qu'on s'en est rendu compte, là, ce sont les gens passés assis. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette étude? Ils ont pris des gens qui étaient
on leur a simplement demandé combien d'heures par jour devant la télévision est passé pour les classer. Alors ces études, c'est très simple, on prend 30 000 personnes, généralement on prend des gens quand même assez âgés, 45 ans minimum. Pourquoi ? Parce que si vous prenez des gens plus jeunes, la personne qui fait l'étude va mourir avant les autres, donc on ne pourra pas faire l'étude. Donc il faut qu'on prenne des gens assez âgés, 45, 50 ans. Et puis, on les surveille toute leur vie. Et la seule chose qu'on fait, c'est qu'on les a classés en fonction de ce qu'ils avaient. Et là, on a classé, alors la flèche rouge n'est pas très bien placée, elle devrait être là, c'est pour vous montrer l'augmentation, de pas du tout de télévision à 3 heures. Et qu'est-ce que vous voyez ? On a regardé dans le groupe de 10 000 personnes, parce qu'on prend la valeur de 10 000 personnes par an, combien sont morts d'un cancer dans l'année ? 3 heures par jour, à peu près 38 décès, d'accord ? 38, un peu moins de 40, pour 10 000 personnes. Maintenant, intéressons-nous à plus de 6 heures par jour devant la télévision. C'est une moyenne, ce n'est pas une fois, c'est 6 heures par jour. Ici, ce n'est pas 40, 80 décès. Alors en français, je vais vous le dire, c'est très simple. Si vous restez assis 6 heures par jour devant votre télévision, vous avez 2 fois plus de risque d'avoir un cancer que si vous restez 3 heures. Voilà. 2 fois plus de risque. Et j'imagine, professeur Carré, que pour les ados et pour les enfants notamment, c'est peut-être pas la télé qui va être responsable du modèle assis, ça va plutôt être les écrans, non, j'imagine, ou les jeux vidéo, parce qu'ils regardent moins à la télé que... Non, c'est les écrans. On prend la télévision parce que si je vous pose comme ça en 10 secondes combien de temps vous restez assis par jour, vous allez peut-être oublier les déplacements que vous faites en voiture, etc. Si je vous demande combien d'heures par jour vous regardez la télévision en moyenne, vous allez me répondre très rapidement. C'est pour qu'on prend ça en réalité chez les adultes. Mais chez les enfants, c'est le temps d'écran. C'est pareil, on va partir sur le temps d'écran. Donc, deuxième ennui, c'est que vous en êtes tous rendu compte, même si on n'ose pas le dire, c'est que plus je suis assis et plus je mange. Devant ma télévision en particulier. Parce que quand vous restez assis sans bouger pendant 2-3 heures, qu'est-ce qui se passe ? Vous allez libérer une hormone qui va vous donner faim. Et vous avez cette grande fringale ça m'arrive de la voir, je suis exactement comme vous, je ne suis pas mieux du tout. Et de temps en temps, tout d'un coup, qu'est-ce que j'ai envie d'aller manger ? Je me rue vers le frigo, et ça on l'a vu dans le télétravail, 2,3 kg de plus en moyenne pour les Français avec le confinement par le télétravail. Et pourquoi Et ce qu'il y a, le problème, c'est que quand je vais devant mon frigo, je ne prends pas de la salade. Ah non, ce ne serait pas drôle. Je vais prendre quelque chose de bien salé ou de bien sucré. Et moralité, je réaccumule ma graisse intra-abdominale. Donc j'arrive toujours à la même chose et on va voir que c'est très important pour notre évolution. Alors l'activité physique n'est pas sport, je vous l'ai dit, donc vous voyez, c'est bouger, activité physique. Dès que vous bougez, c'est bien. C'est simple. Chaque pas que vous faites en plus, le jour où vous vous levez, comparé à la veille, c'est bon pour votre santé. Ne vous posez pas la question des 10 000 pas et tout ça, on s'en fiche complètement. Les 10 000 pas, c'est une histoire de marketing pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 64. C'est basé sur aucune étude. 7 000 pas serait le chiffre qu'il faut à peu près tenir si on veut se baser sur les pas. Je sais que tout le monde regarde son portable ou sa montre et tout. Si aujourd'hui j'ai marché 3 pas de plus qu'hier, hier j'en ai fait 0, et ben c'est bon pour ma santé. Donc il faut bien penser à bouger. Et ça, l'activité physique adaptée, c'est quand des gens ont des maladies, on va leur faire une activité physique adaptée à la maladie et surtout à leur capacité. Et ça, c'est le rôle des médecins. Et si parmi vous, il y en a qui ont des maladies chroniques, ou si jamais vous avez des gens dans votre famille qui ont une maladie chronique, vous devez dire à votre médecin, vous devez me prescrire l'activité physique. D'ailleurs, si vous ne me prescrivez pas, c'est que vous ne me donnez pas mon traitement optimal. Et là, je ne rigole pas, c'est vrai. Ne pas prescrire de l'activité physique adaptée à un malade chronique, c'est une perte de chance pour le malade. C'est ce qu'on a écrit dans l'expertise INSERM de 2019. Donc on a essayé de mettre les points sur les i pour que tous les collègues prescrivent l'activité physique adaptée aux malades. Alors une autre chose aussi, et je suis sûr que demain vous allez tous le tester après m'avoir écouté, c'est la capacité physique. Alors la capacité physique, c'est quoi ? Alors si je veux être savant, je vais vous dire c'est la consommation maximale d'oxygène, mais comme on est entre nous, on ne va pas vouloir faire être savant. C'est l'effort musculaire maximal que je peux maintenir 5 minutes. Par exemple, c'est le nombre d'étages que vous montez en montant d'un bon pas sans être complètement épuisé en haut. Si vous en montez 2, vous avez une mauvaise capacité physique. Si vous en montez 4, vous avez une bonne capacité physique. Si vous en avez monté 6, vous avez une très bonne capacité physique. Un champion olympique, il en monte 20. Donc on n'est pas là pour devenir champion olympique. On est là pour bouger un petit peu plus. C'est simple, peut-être qu'à l'un d'entre vous, ça lui est déjà arrivé, ou à d'autres, ça arrivera. Vous allez voir l'anesthésiste parce qu'on doit vous opérer. L'anesthésiste, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous parler de cholestérol, vous avez eu des maladies, puis il va vous dire tout d'un coup, mais au fait, est-ce que vous faites de l'activité physique ? Oui, est-ce que vous bougez ?
Vous pensez que vous montez combien d'escaliers sans être essoufflé? 2, il marque risque opératoire très élevé. 4, risque opératoire modéré. 6, risque opératoire faible. Ça lui est complètement égal que vous ayez fait des infarctus, que vous ayez eu un cancer et tout, il s'en fiche complètement. Combien vous montez d'étages sans être essoufflé? C'est ça votre capacité physique. Et cette capacité physique, c'est votre capital santé, c'est mon capital santé. Donc mon but, en faisant 3 pas de plus chaque jour, c'est de monter une marche de plus sans être essoufflé. Et j'améliore ma santé. Peu m'importe que vous ayez fait un cancer, peu m'importe que vous ayez un infarctus, combien vous montez d'étages? Donc nous, on le teste avec d'autres examens, bien évidemment. Et ma capacité physique, je peux toujours l'améliorer par l'activité physique. Toujours, à tout âge. Je me rappelle d'un exemple d'un patient qui avait 85 ans et qui sortait de mon cabinet de consultation. Et puis à l'époque, quand je consultais, on était tous en ligne. Et puis, en partant, je lui dis, « Oubliez pas, monsieur Machin, hein, au minimum 30 minutes de marche par jour. » Et il y a un jeune collègue qui arrive près de moi et qui me dit, « Monsieur Carré, pourquoi vous lui cassez les pieds là, à ce monsieur, il a je ne sais pas quel âge, il a voulu parler de la marche à pied et tout. » Alors je me retourne vers lui et je lui dis, écoute, je vais t'expliquer un truc. Le monsieur que tu vois là, quand il est venu me voir la première fois, il ne sortait plus de chez lui. Plus du tout. Pourquoi il ne sortait plus? Parce que ça le fatiguait trop. Il avait trop mal aux jambes et il était trop essoufflé. Donc on l'a repris en main et on lui a fait marcher 5 minutes, etc. Maintenant il marche 30 minutes. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne au café voir ses copains, il retourne avec ses petits-enfants se promener et comme il aime bien jouer aux boules, il peut retourner jouer aux boules. Donc en fin de compte, avec les 30 minutes d'activité physique, je lui ai permis d'avoir une qualité de vie que toi, tu es incapable de lui donner avec tes médicaments. Et en plus, je vais même te dire un secret, je lui ai même diminué certains médicaments. Donc tu vois pourquoi je lui demande de continuer à marcher? C'est pour ça qu'il faut qu'on arrête de dire aux personnes âgées, n'en fais pas trop. Alors je prends un exemple. Là, je vois que la pyramide des âges de ce soir est assez variée. Mais souvent, je m'exprime au niveau de mes étudiants en médecine et je leur dis, rappelez-vous d'une chose, c'est que quand vous faites votre repas avec le grand-père et la grand-mère le dimanche, quand le grand-père ou la grand-mère se lève pour desservir, arrêtez de dire au grand-père ou à la grand-mère, papy ou mamie, n'en fais pas trop, reste assise. Sauf si vous visez l'héritage, bien évidemment. Mais si vous ne visez pas l'héritage, vous lui dites, mamie, ok, je vais t'aider. Ça s'appelle la politesse. Mais arrêtons de dire aux personnes âgées, n'en fais pas trop. Parce que le jour où elle va s'arrêter, la personne âgée, vous savez comment ça se termine? Ça, c'est pas drôle du tout, parce que je l'ai vécu. C'est la personne qui ne peut plus marcher. Qu'est-ce qu'on fait? On la met dans un fauteuil roulant dans l'EHPAD. Elle va y rester 3-4 mois. Après, on la met au lit, 3-4 mois, et elle meurt. Voilà. La personne âgée qui arrête de marcher, dans les 6 mois à 12 mois, elle meurt. Donc ça donne envie de faire marcher les personnes âgées, je trouve. Donc, et vos médicaments n'améliorent pas votre capacité physique. Ne croyez pas ceux qui croient que vos médicaments améliorent votre capital santé, ce n'est pas vrai, vos médicaments vous permettent de bouger plus. Alors les enfants, bien sûr, ça c'est la catastrophe. Les enfants, vous avez vu les chiffres. Je viens de vous parler de la capacité physique. Les gamins ont baissé leur capacité physique entre 1971 et 2011. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que les collégiens de 2011 vivront moins longtemps que les collégiens de 1971. Pourquoi? Parce que la capitale santé, c'est ça, vous voyez, le nombre d'étages que vous montez, donc là c'est la naissance, 18-20 ans, j'atteins le maximum. On a parmi nous une championne ce soir de sport qui sait très bien ça, qu'on atteint le maximum de ses capacités vers 18-20 ans, on peut les maintenir jusqu'à 30-35 ans pour les meilleurs, et puis après, inexorablement, ça baisse, même si je continue à faire du sport. De toute façon, je vais bien mourir un jour. Même si je fais du sport, je vais mourir. Donc, mes capacités physiques vont baisser. Et bien, les gamins, ils sont là de 2011, comparé à 71, 25% de moins. Ils sont moins hauts. Espérance de vie, 80 ans, contre 90, 1971. Juste pour vous dire quelque chose, pour vous dire pourquoi j'ai peur. Nous avons peur, parce que je parle de moi, mais nous avons peur. La première cause d'arrêt cardiaque en Île-de-France, donc on va dire en France, en 2020, avant 30 ans, c'est quoi? L'infarctus du myocarde. Alors ça ne veut rien dire pour vous, mais moi, qui suis cardiologue, l'infarctus du myocarde, on l'avait à 50 ans avant, 45 ans, maintenant c'est 30 ans. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que nos collégiens de 15 ans actuellement préparent leur infarctus à 30 ans.
Et pour autant, on a l'impression aujourd'hui que le gouvernement, justement, que les pouvoirs publics s'emparent de cette problématique et essaient de faire changer les choses. On avait le ministre de la Santé qui disait, voilà, maintenant ce sera 30 minutes de sport par jour à l'école et notamment au collège, hein, où ça a été multiplié. Vous avez raison, on s'est beaucoup battu pour ça. Hein, on s'est beaucoup battu et on a été entendu. Alors, juste quand même pour tempérer un tout petit peu votre enthousiasme, vous avez vu que c'est revenu avec le deuxième mandat de M. Macron, mais qui a eu le mérite quand même de le mettre en place. Et puis il a quand même appelé l'hôpital le ministère de la Santé, ça s'appelle le ministère de la Santé et de la Prévention. Avant, ce n'était pas le ministère de la Santé et Prévention, c'était le ministère de la Maladie, pas de la Santé. Qu'est-ce que faisait le ministère de la Santé? Elle soignait des malades. Oui, donc la prévention. Ils souhaitent prévenir. Ils souhaitent prévenir. Alors, juste pour vous rappeler une petite anecdote, parce que vous me parlez du ministre de l'Éducation nationale, je ne vous parle pas du présent, parce que je ne l'ai pas entendu là-dessus. Mais le précédent, M. Blanquer, qui arrive avec Tony Estanguet à sa gauche, pour annoncer qu'il va y avoir 30 minutes d'activité physique à l'école. Donc, c'était dans le cadre de Héritage, hein, Paris 2024. On essaye de se baser sur Paris 2024. Et M. Blanquer dit il va y avoir 30 minutes d'activité physique à l'école. Moi, je suis assis devant ma télévision, comme tous les Français. Il était 20h, j'ai ma femme à côté. Je lui dis super, chérie, sors le champagne, on va fêter ça. Et elle n'a pas eu le temps d'aller le chercher, que déjà, il y avait la phrase d'après pour les classes volontaires. Ça, c'est la France. Tout est obligatoire, sauf pour. Alors là, ils ont changé. Maintenant, ils l'ont mis obligatoire dans toutes les classes. Mais toutes ne le font pas encore. Alors, juste une petite question aussi qui me vient. On parle de la France, évidemment. Est-ce qu'à l'international, on est sur les mêmes chiffres et les mêmes constats? Oui, actuellement, dans tous les pays du monde, la capacité physique baisse. Il n'y a qu'un pays qui a vraiment pris le taureau par les cornes, c'est la Slovénie. Alors on dit toujours, oui, mais c'est un petit pays. Ben, je dis, c'est toujours pareil. De toute façon, quand ils ont... La Suède, c'est un petit pays, mais ils ont du pétrole. Enfin, il y a toujours une excuse, c'est jamais de notre faute. La Slovénie, en 87-90, s'est rendu compte qu'avec l'arrivée d'Internet, que la capacité physique de leurs gamins a baissé. C'est 200 000 enfants en Slovénie, 2 millions de personnes, 200 000 enfants. Et donc, ils ont remis 1 heure d'éducation physique en plus à l'école. Ils ont remonté leur capacité physique. Donc, ils ont pris le taureau par les cornes. Oui, donc on sait que ça peut faire du bien. Ça peut faire du bien. Ça, on est certain que ça peut faire du bien. Mais comme en France, on n'a toujours pas compris que je peux faire du sport et avoir des bons résultats à l'école, alors que toutes les études montrent que si je fais de l'activité physique, j'ai des meilleurs résultats à l'école que ceux qui n'en font pas. Toutes les études le montrent. Il n'y a aucune. Il y avait même une étude québécoise, il y a très longtemps, collège. On décide dans les 3 collèges, il y avait 6 collèges dans le collège, enfin 6 classes dans le collège. Il y en a 3 à qui on enlève 1 heure de mathématiques qu'on remplace par 1 heure d'éducation physique. Les 3 autres font les heures de mathématiques et d'éducation physique d'avant. À la fin de l'année, meilleur résultat scolaire. Les 3 classes qui avaient 1 heure d'éducation physique en plus et 1 heure de maths en moins. C'est tout. Vous dites ça à l'éducation nationale. Oui, vous avez raison, M. Carré, mais on va augmenter les mathématiques. On est quand même avant-dernier actuellement dans le classement Teams en mathématiques. On a le Chili derrière nous. J'ai rien contre le Chili, alors je fais toujours attention quand je dis ça, parce que si jamais il y a des Chiliens dans la salle, ça peut mal se passer. Non, j'ai rien. Et par contre, en 4e, on a vachement progressé, il n'y en a plus que 3 derrière nous. Dont la Nouvelle-Zélande, ce qui m'avait étonné de la Nouvelle-Zélande, mais il y a la Nouvelle-Zélande, le Chili, et puis peut-être Philippines, je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est pour vous dire que non. Si jamais c'était d'augmenter le nombre d'heures qui permettaient d'améliorer nos résultats scolaires, mais depuis le temps qu'on les améliore, on devrait être les champions du monde. Et ce n'est pas le cas, malheureusement. Alors, pourquoi inactivité physique et sédentarité? Je vous l'ai dit un petit peu, je vous ai dit que j'ai cette graisse abdominale, ce tour de taille. Alors là aussi, je vais encore être très désagréable avec vous, mais je vous rappelle que ce n'est pas physiologique, quand on vieillit, tous les 2 ans, de changer de taille de pantalon. Hein. Pas du tout. Ce qui est physiologique, c'est que quand je vieillis, je vais tendance à avoir plus de mal à perdre de la graisse si j'en ai, parce que je diminue ma consommation de calories journalière en vieillissant. Mais c'est pas compliqué. Faites comme moi, quand mon pantalon me serre, je fais un effort, je bouge plus ou je mange moins. Hein, mais je ne vais pas attendre d'être là pour me dire qu'il faut faire quelque chose, c'est trop difficile. Il faut le faire dès que ça vient. Donc ça, c'est pas bon du tout, ça. Hein, vous voyez le cœur qui est entouré de graisse. Nous, maintenant, on peut faire disparaître des troubles de rythme cardiaque rien qu'en faisant maigrir les gens. Seul traitement, on les fait maigrir. Ils n'ont plus de graisse autour du cœur, il n'y a plus de troubles du rythme cardiaque. Vous voyez, ça c'est le foie dont je vous ai parlé. Et puis ces cellules, elles vont se gonfler au fur et à mesure que mon
abdomen augmente de taille, et elles vont libérer des petites cellules, des sortes d'hormones ici, rouges, qu'on appelle les adipokines, peu importe. Ça augmente l'inflammation, ça augmente le stress oxydant, ça diminue les défenses immunitaires, et c'est pour ça que ça favorise toutes les maladies chroniques. Ça augmente le risque de cancer, ça augmente le risque de maladies d'Alzheimer, ça augmente le risque de toutes les maladies neurologiques, sclérose en plaques, Parkinson, etc. L'infarctus du myocarde, ça vous le connaissez, le diabète de type 2, etc., etc. Et puis par contre, maintenant, si vous décidez de bouger, pas de faire du sport, on a entendu tout à l'heure beaucoup le mot sport, faire de l'activité physique, de bouger plus 30 minutes par jour, 3 fois 10 minutes, et d'essayer d'être un peu moins assis, eh bien, vous améliorez vos fonctions motrices, vous respirez mieux, vous avez une mémoire qui va mieux. D'ailleurs, le seul traitement de la maladie d'Alzheimer, je vous le rappelle, c'est la marche à pied. On n'en a pas d'autre. Et l'idéal, en fin de compte, c'est de faire marcher les gens et en même temps de leur faire travailler la mémoire. C'est ce que les aidants dans certaines EHPAD appellent la marche souvenir. Je trouve ce mot très joli, etc. Et pour que vous compreniez bien un petit peu comme ça marche, parce que j'ai un collègue qui était allé... notre équipe INSERM, il y a des gens qui vont travailler en Chine, et ce n'est pas des médecins, c'est des traitements du signal, peu importe. Et il revient, il me dit, François, faudrait que tu m'expliques, je ne comprends pas bien, parce que les Chinois, dans les parcs, tous les matins, ils font de l'activité physique, hein, tous. Hein. Et pourtant, ils sont quand même fortement touchés par l'obésité aussi. Et parce qu'ils restent assis très longtemps. Vous voyez, ça ne suffit pas de bouger, il faut 10 minutes de temps assis. Et donc, il me dit, par contre, les personnes âgées, c'est marrant, elles marchent dans les parcs, mais en marche arrière. Ben, j'ai dit, oui, c'est normal, parce que quand tu marches en marche arrière, ben, tu réfléchis plus que quand tu marches en marche avant. Donc je fais travailler mon cerveau et l'activité physique. Et ça, c'est très bon pour l'Alzheimer. Alors toujours pareil, hein, faites pas forcément pareil avec votre grand-père ou votre grand-mère, si jamais il ne faut pas qu'il tombe. Hein. Non, je veux dire par là que ce sont des conseils, c'est ce qu'on fait dans les EHPAD de temps en temps, mais surtout, marchez avec eux et faites-leur travailler la mémoire, parce que le fait de marcher, vous libérez, on va le voir, des hormones qui vont être bonnes pour votre mémoire. Ici, le bien-être mental, le plaisir, renforcer l'estime de soi, diminuer le stress, et enfin le bien-être social. Je vois de nouvelles personnes, je lutte contre l'isolement. J'ai donc bien-être physique, bien-être mental, bien-être social, j'augmente mon espérance de vie, et j'ai surtout une qualité de vie qui est bien meilleure. J'ai exactement ce dont j'avais besoin dans l'introduction tout à l'heure. Alors qu'est-ce qui est recommandé? Eh bien, vous diminuez votre temps passé assis. Si jamais vous êtes assis 11 heures par jour actuellement, vous ne dites pas, oh là là, M. Carré m'a dit qu'il fallait s'asseoir 6 heures, comment je peux faire? Non, passez de 11 heures à 10h30. Essayez de trouver un peu de temps. Vous avez sûrement du temps dans la journée où vous n'avez pas forcément besoin d'être assis. C'est obligatoire. Par exemple, faites quelque chose, si vous avez l'occasion de le faire, faites comme moi, on ne vous aimera pas toujours, mais vous le ferez quand même. Les réunions debout. Pourquoi on fait toujours des réunions assis? D'abord, je peux vous dire, par expérience, les réunions debout, ça dure moins longtemps. Parce que personne, quand on est assis, peinard, on attend, on n'a rien à dire, on écoute, plus ou moins, on attend que le temps passe. Hein. Et d'ailleurs, j'ai entendu ce matin que c'était, pas qu'en France, mais il y avait beaucoup trop de réunions, ça m'a fait plaisir. Il y a une étude américaine qui a montré, je ne sais plus combien d'heures de réunions ils font, les Américains. Donc, debout. Hein. Vous pouvez faire les réunions en co-walking. Je marche et en même temps, je réfléchis, je peux vous assurer. Je vous rappelle que Platon, c'est ce qu'il faisait pour apprendre à ses étudiants. Il faisait ses cours en marchant, donc ils n'étaient pas complètement débiles. Hein. Ils n'avaient peut-être pas Internet, mais quand même déjà, ils avaient compris que ça allait mieux. Donc vous voyez, on peut toujours trouver des petites choses. On peut toujours trouver du temps où je peux mettre debout. Alors par contre, il y a eu des travaux de fait. Vous savez, il y a les bureaux qui se lèvent là, et quand vous vous levez, en fait, si vous restez sans bouger, ce n'est pas très efficace. Donc il faut bouger. Ce qui marche le mieux, c'est assis avec le pédalier sous le bureau. Alors toujours pareil, vous n'avez pas à pédaler toute la journée. Vous faites 3 fois 15 minutes. Et voilà, vous êtes déjà à 45 minutes. Vous avez fait 45 minutes d'activité physique. Moi, dans mon secrétariat, j'avais proposé un jour, j'avais offert à Noël à mes 2 secrétaires, vous savez, les gros ballons. Et elles s'asseyent sur le ballon. Je leur dis, bien sûr, il faut surtout forcer personne. Ça, on rend rien d'obligatoire. Je leur dis, écoutez, je vous entends souvent vous plaindre de votre dos. Je vous mets ça, essayez, vous verrez si vous voulez, etc. Donc elles ont essayé progressivement, 5 minutes au début, puis 10 minutes, puis 15 minutes, mais elles n'ont jamais passé toute la journée assises sur le ballon, jamais. Et les 2 m'ont dit, séparément, elles sont venues me voir dans mon bureau, Monsieur Carré, on n'a plus jamais mal au dos. Plus jamais. Et quand elles reprennent le ballon, c'est qu'elles recommencent à avoir mal au dos, donc il faut qu'elles quittent la chaise, hein, l'addiction à la chaise, et qu'elles se mettent sur le ballon. Donc vous voyez, c'est des petites choses simples. Rappelez-vous, c'est votre santé. Vous n'en avez qu'une,
Et si vous voulez qu'elle dure longtemps, que vous puissiez faire quelque chose longtemps, épargnez-la. Entre parenthèses, est-ce que vous savez quelle est l'espérance de vie en bonne santé en France? 50 ans, 60 ans, 60, 65, 70, 64 ans. Ça fait 18 ans. 18 ans que l'espérance de vie en bonne santé en France est 18 ans. Espérance de vie en bonne santé en Suède, 71 ans. Donc c'est possible. Hein? Et vous remarquerez quand même que les Suédois sont largement en avance sur nous pour la transition énergétique, parce que ce que nous on espère être en 2030 ou 2040, ils y sont déjà pratiquement, et bien c'est pareil, ils ont déjà 7 ans d'avance de nous sur l'espérance de vie, alors que l'espérance de vie totale est la même. La différence entre l'espérance de vie totale, c'est le temps maximum depuis que je suis né jusqu'au moment où je meurs, et l'espérance de vie en bonne santé, c'est quand j'atteins un âge où je ne peux plus vraiment faire ce que j'ai envie de faire, adapté bien sûr à mes capacités physiques du jour. Hein? Eh bien, c'est 64 ans. En France actuellement, 75% des Français prennent un médicament au moins après 65 ans. 75%. En France, 100 patients vont voir un médecin, 80 sortent avec un médicament. Au Danemark, 100 patients vont voir un médecin, 44 sortent avec un médicament. Il faut que nous aussi, médecins, on balaye devant notre porte. Et surtout, arrêtez de penser que le bon médecin, c'est celui qui donne beaucoup de médicaments. Ce n'est pas vrai. Souvent, quand il donne beaucoup de médicaments, c'est qu'il ne sait pas comment faire. C'est beaucoup plus compliqué d'expliquer à la personne, si vous avez mal à la tête, vous marchez, ça va vous faire du bien. Si vous avez un peu d'angoisse, marchez, ça va vous faire du bien. Vous avez les jambes lourdes, marchez, ça va vous faire du bien. Ça prend beaucoup plus de temps que de dire, tenez, prenez ça une fois par jour, vous irez mieux. De toute façon, si ça ne va pas mieux, ce n'est pas grave. Plus personne n'en parle au bout d'un mois, on rajoute un deuxième médicament, et c'est comme ça que ça se passe. Donc il faut qu'on change un petit peu ces choses-là. Alors, bouger, c'est au moins 30 minutes. Endurance modérée, renforcement musculaire. Alors là, ce n'est pas des mots compliqués. Endurance modérée, c'est un exercice qui vous essouffle. Hein, modéré un peu, vous pouvez parler, mais pas chanter. Et puis le renforcement musculaire, alors ça, c'est vachement compliqué, c'est monter les escaliers et surtout les descendre. Parce que quand je descends un escalier, je fais un travail excentrique, c'est-à-dire que j'étire mon muscle et c'est beaucoup plus rentable pour le renforcer que quand je fais un travail concentrique où je raccourcis mon muscle. Et en plus, quand je monte les escaliers, je suis essoufflé, mais pas quand je les descends. Donc, vous voyez, on gagne sur les deux tableaux. Alors là, j'arrive pour parler quand même d'une obsession que j'ai, c'est les escaliers roulants. Alors, j'ai beau prendre le problème dans tous les sens, je n'arrive pas à comprendre pourquoi, quand on me met des marches qui montent tout seul devant moi, je ne monte pas les marches. Je ne comprends pas. Non seulement je ne les monte pas, mais quand derrière ça bouchonne, parce que quand personne monte les marches, ça bouchonne, évident, eh bien j'attends. J'attends que l'escalier se libère. À côté, j'ai 14 marches à monter, c'est l'Everest, ce que je comprends bien, mais je ne les monte pas. Je peux vous montrer des centaines de photos dans le métro parisien, mais c'est incroyable. Vous avez des queues en bas de l'escalier roulant, parce que s'il y a une queue, c'est parce que les gens ne montent pas les marches. Si tout le monde monte les marches, il n'y aura pas de queue. Eh bien, c'est pas grave, on attend. Comment ça se fait? Surtout que pire de tout, c'est que quand l'escalier roulant est en panne, on les monte les marches. Alors, pourquoi? Ce sont des choses dont on ne se rend pas compte. Alors, je ne vous même parle pas de l'ascenseur. D'ailleurs, mesdames, vous le savez bien, il faut que je parle un peu plus des femmes. Mais quand vous allez dans un hôtel, des fois, il faut avoir un sacré courage pour prendre les escaliers. Hein. Par contre, l'ascenseur, il y a la musique, il y a les lumières, tout qui vous attire. Non, ça change un peu. Hein. Ça change un peu dans les hôtels, ils font des efforts. Alors, les enfants, je vous les ai dit, hein, au moins 60 minutes d'activité physique. J'ai mis « je », exprès, ça c'est moi qui ai rajouté, ce n'est pas l'Organisation mondiale de la santé. Vous le fractionnez ou pas, ça peut être 6 fois 10 minutes pour les gamins, peu importe. Alors, vous êtes malade, je vous ai dit qu'il fallait que le médecin vous prescrive de l'activité physique, et si vous n'en prescrivez pas, réclamez-la. Au lieu de dire « donnez-moi un médicament », dites « donnez-moi de l'activité physique ». Vous y gagnerez beaucoup plus, je peux vous l'assurer. Ça, c'était avant. Avant, le malade était couché, on le mettait au lit. On lui disait « vous êtes malade, reposez-vous ». Aujourd'hui, c'est fini. C'est « vous êtes malade, bougez ». On doit changer de paradigme. Vous, mais nous aussi. Et ça, on a du mal encore, en France, à le changer. On va bouger. Ça, c'est la vérité. Ça, c'est les malades chroniques. On leur donne des médicaments, mais ils ont un fardeau. Le fardeau, c'est que tout est compliqué dans leur vie. Hein, les anglo-saxons appellent ça le « burden ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est lourd. Tout ce qui était simple avant que je sois malade est devenu compliqué.
Et là, tous les médicaments n'y font rien. Rien du tout. La seule chose qui va vous sortir de là, c'est l'activité physique. Donc les médicaments vont vous faire diminuer vos symptômes ou vos douleurs pour vous permettre de l'activité physique, et l'activité physique va vous redonner le punch, la niaque pour arriver à faire quelque chose. C'est pour ça qu'on dit très bien, les médicaments donnent des années à la vie, espérance de vie totale la même entre la Suède et la France, alors que l'activité physique donne de la vie aux années, espérance de vie en bonne santé, 71 ans en Suède, 64 ans en France. Donc on voit bien là, toute la différence qu'il y a là. Enfin, juste un exemple qui m'avait beaucoup frappé. Ça va dans le timing, je suis bien ? Presque. Bon. Alors, je vous la fais très vite. Trouble neuropsychiatrique. Schizophrène, donc il y a 6 schizophrènes qui arrivent. Donc c'était que des hommes, trentaine d'années, donc ils sont tous comme ça. Et ils arrivent devant leur professeur d'activité physique adaptée. La professeure d'activité physique adaptée leur fait des cours, elle était particulièrement punchy, elle leur fait des cours bien, et au bout de un peu plus de 3 cours, ça devait être peut-être 4 cours, 5 cours, c'est un des schizophrènes qui fait cours aux autres. Et tous ressortent de là droits, pas assommés par leurs médicaments. On avait diminué tous les médicaments des malades, tous. Grâce à quoi ? Grâce à l'activité physique, c'est tout. Et les neurologues, vous savez, les neurologues, c'est les intellectuels de la médecine. Moi, je ne comprends pas tout ce qu'ils me disent quand ils me parlent. Eh bien, quand ils viennent me dire, François, tu sais, l'activité physique, c'est la nourriture du cerveau, vous ne pouvez pas savoir le plaisir que ça me fait. Parce que nous, les cardiologues, ça fait 50 ans qu'on le dit que c'est l'activité physique qu'il faut faire. Alors, comment ça marche, l'activité physique ? Donc là, vous avez un monsieur qui est sur un vélo et on a été méchant avec lui parce que d'abord, on lui a bloqué une jambe ici et il peut pédaler qu'avec la jambe gauche. Celle-là, il ne peut pas, on a bloqué la pédale. Donc ça, c'est la jambe qui ne pédale pas, la jambe qui pédale. 20 minutes. Qu'est-ce que je fais ? Après, je lui prélève un petit bout de muscle ici, un petit bout de muscle là, et je regarde dans le muscle combien il y a de protéines. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous avez une protéine quelque part, c'est qu'il y a un gène qui a été stimulé. Et ce gène a dit, il faut construire cette protéine. Mais si le gène n'est pas stimulé, il n'y a pas de protéine. Donc là, vous avez quelques protéines dans la jambe qui n'a pas pédalé, et là, vous avez un feu d'artifice dans la jambe qui a pédalé. Ces protéines, ce sont des hormones aussi, exactement comme tout à l'heure, sauf qu'elles n'ont pas le même nom parce qu'elles ne sont pas libérées par les mêmes cellules, qui vont agir dans le cerveau, dans la peau, sur les vaisseaux, sur l'os, l'ostéoporose. Je vous rappelle, le traitement de l'ostéoporose, c'est quand même de faire de l'activité physique, sur le foie, sur l'intestin, sur le système immunitaire, sur la graisse, etc. Il y a 106 protéines connues actuellement libérées chaque fois que vous contractez un muscle. Et c'est ça qui va baisser l'inflammation, baisser le stress oxydant et booster l'immunité. Donc tout l'inverse. Et comme ça, vous allez diminuer la plupart des maladies que vous avez, dont je vous ai parlé. Donc pour terminer, vous avez tous les choix. Nous, médecins, on n'est pas là pour vous dire « il faut faire ça ». On vous prévient. C'est comme je dis aux fumeurs, vous pouvez fumer, sachez que vous prenez tel risque. Après, vous êtes libre, vous êtes grand, adulte, c'est votre santé, ce n'est pas la mienne. Et en plus, comme on dit, si on ne nous écoute pas, on ne nous écoute pas. Donc vous pouvez choisir de fumer, de mal manger, de ne pas monter les escaliers, d'être assis toujours dans votre voiture, de passer votre temps devant la télévision et voyez toujours pareil en mangeant un petit peu, ça c'est votre problème. Ou bien vous pouvez choisir aussi de bien manger et de bien bouger, c'est-à-dire de changer votre mode de vie. Et nous, médecins, on peut choisir, à chaque fois que vous avez un symptôme, de vous donner un médicament ou voir combien de symptômes peuvent être traités par l'activité physique. Et il y en a énormément. Et ça s'appellera la médecine curative plus la médecine préventive. Et pour vous dire quand même que ce n'est pas nouveau, puisque vous voyez, 460 ans avant Jésus-Christ, les hommes supplient les dieux de leur donner la santé, ils oublient qu'elle dépend d'eux. C'est exactement pareil. Chaque fois que j'annonce à un malade qu'il a une maladie chronique, il me dit toujours, ça ne m'étonne pas, vous savez, quand je vois du côté de ma mère comment c'était. J'en ai eu quelques-uns qui m'ont dit, oui, j'en suis à mon 2e infarctus, mais je le cherche bien, 3 paquets de cigarettes par jour, ce n'est pas vraiment raisonnable. Non, votre santé, la mienne, elle dépend de vous et elle dépend de moi. Je vous remercie beaucoup.